Donc je vous invite pour la présentation plus spécifique de l'association, qui est donc la deuxième conférence de cet après-midi, qui va certainement intéresser nos amis du secteur géographique. Donc la conférence va être faite avec également avec la présence de Jean-Michel Farneau, qui a enquêté sur des cas récents, notamment un cas d'observation de type RR1, c'est-à-dire à moins de 150 mètres du phénomène, même je dirais même très rapproché, parce qu'on est à 20-25 mètres, qui n'est pas une estimation, mais c'est un constat. Donc je vous ai remis l'affiche, bien évidemment, de cette quatrième manifestation. Toujours un petit rappel, pour ceux qui ont déjà vu ce matin, de deux ufologues avec lesquels nous avons collaboré. Et oui, la personne à droite, c'est moi. Nous étions en 1998 au Forum des associations à Angers, pour présenter sur le stand, à l'époque, nous étions sous le nom l'AIOU, Association d'enquêteurs et d'investigation des observations ufologiques. Donc c'était 2 années après l'existence de l'association. Alors, le timing étant ce qu'il est, on va essayer de faire de manière concise l'ensemble des cas qui vont être présentés. On commencera par un cas revisité, le cas de Pellois-les-Vignes, qui date du 24 avril 1995, sur des cas résolus, dont certains des départements 49-53, pour les dates du 21 avril 2022, 5 septembre 2022 et 25 juin 2025. Ensuite, il y aura un cas présenté près de Poitiers par Jean-Michel Farneau. Également, les premiers résultats concernant l'enquête effectuée, cas récent, près de Poitiers du 25 juin 2025. Alors, notre enquête commence comme ceci. Nous avions récupéré il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, un article concernant une observation qui a eu lieu au mois d'avril 1995, c'est-à-dire 5 années après les faits un peu moins de 5 années, des faits du 5 novembre 90. Donc voici l'article qui a été publié dans le Courrier de l'Ouest, intitulé « OVNI ou canon lumineux ». 3 témoins stupéfaits à Saint-Sylvain d'Anjou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce cas. Ce cas figure dans le catalogue des cas du GEPAN. Je vous lis l'article, vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc, masse ovoïde, stationnaire, puis à grande vitesse. Cette vision nocturne a troublé 3 témoins lundi à Saint-Sylvain d'Anjou. OVNI, plus probablement le dysfonctionnement d'un canon lumineux d'une discothèque, écoutez bien, à 15 km à vol d'oiseau. Hier matin, donc les gendarmes de Pellois-les-Vignes ont consigné l'étrange témoignage de 3 jeunes gens affirmant avoir vu la veille, donc soit 2 jours avant la publication d'articles, un objet volant non identifié au bord de la RN23 sur la commune de Saint-Sylvain d'Anjou, au lieu-dit. Je l'ai masqué volontairement, et nous l'avons sur la coupure de presse originale. Donc au lieu-dit X, à X km de Pellois en direction d'Angers. Après suivent les prénoms des 3 témoins. Âgés, là j'ai conservé les âges de 16 ans, 17 ans, 19 ans à l'époque, qui rentraient chez eux à pied après un entraînement sportif, lorsqu'ils auraient vu dans un champ une énorme masse sombre de la taille d'un immeuble d'un étage. Cette masse ovoïde de couleur gris béton mouillé était en position stationnaire à 10 mètres du sol. Toujours selon ces garçons, la pointe de l'objet orientée vers le sol laissait apparaître 2 petites lumières jaunes et oranges. Au bout de 30 secondes, cette masse aurait avancé lentement et pris une vitesse vertigineuse éclairée de couleur feu. L'observation des 3 jeunes gens a duré 1 minute environ. Tout est important, tous les éléments factuels reportés sur l'article vont mieux vous permettre de vous donner d'avoir une petite idée de quoi il en retourne. Canon de l'espace. Il ne pleuvait pas ce soir-là, le ciel était nuageux, au point que le radar météo de Nantes n'aurait pu de toute façon repérer le moindre écho. Sauf à croire mordicus à l'existence d'engins interstellaires, on peut avancer une hypothèse plausible pour traduire la vision des 3 témoins dont la bonne foi n'est pas mise en doute. De nombreuses discothèques sont équipées de très puissants projecteurs
ou Space Cannon, qui trouve l'encre du ciel de pinceaux lumineux, y dessinant des formes ovoïdes et selon la masse nuageuse et les conditions météo changeantes, sont parfois charriés des masses dont les contours peuvent apparaître nets, tranchés. Ces phénomènes peuvent être perçus dans un rayon de 20 ou 30 km à vol d'oiseau. Sur la piste donc, des discothèques circonscrites dans ce rayon à partir de Saint-Sylvain, nous avons procédé par élimination l'Aquanimba à la chapelle d'Andigné dans la Sarthe. Jamais le lundi, jour férié, excepté la pyramide. Donc, Ex-Pacha à Juigné-sur-Loire. C'est là, en l'occurrence, dont il est question d'une partie de ce qui est expliqué au niveau de l'observation. Donc, la carte de lieu d'observation des témoins et la direction d'observation. Donc, à Saint-Sylvain d'Anjou, voilà. Et le phénomène se répartit, direction de, je dirais, de Sèche-sur-Loire. Alors, l'explication. Donc, il considère, voilà, je vous dis simplement ce qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, ce qu'ont observé les témoins était l'essai d'un faisceau laser qui se trouve à peu près 12 km des témoins. Alors, on a calculé de degré angulaire 2 à 3 degrés et qui se reflétait sous les basses couches nuageuses et donc qui se trouvait à 300 mètres de hauteur. Rapport émis par le CNES, des spécialistes en la matière. C'est impossible. On a refait tous les calculs, ça ne tient pas la marée. Sachant que, vu le degré angulaire, il faut quand même traverser la Loire, traverser Saint-Barthélemy et arriver jusque là-bas pour que les témoins puissent prendre ça en considération. Et voilà. Et compte tenu de la durée d'observation, ça fonctionne pas. Donc vous avez le compte-rendu de gendarmerie que vous avez disponible, cas classé en catégorie C, par manque d'informations. Alors, vous pouvez le retrouver en ligne. En résumé, donc Saint-Sylvain d'Anjou, 49, 24 avril 95, observation d'une masse sombre, stationnaire à côté bien au-dessus d'un champ et de son départ et de sa disparition rapide dans le ciel. Manque d'informations. Donc, ils nous disent, les témoins sont à l'extérieur quand ils remarquent dans un champ non cultivé la présence d'un pâne. Ils décrivent une grosse masse de forme ovale, de couleur gris béton, stationnaire dans un champ entre 10 et 15 mètres de haut. Je vous rappelle, explication du GEPAN, essai de Sky Tracer, on est à 11 km, avec un degré angulaire de 3 degrés, explication, ce qu'ils ont observé, c'est le reflet, l'éclairage en fait, très partiel, très courte, de ce fameux Sky Tracer sous la couche nuageuse à 300 mètres de hauteur, du part du degré angulaire, tout simplement. Ils nous mettent également, aucun bruit n'est entendu, notamment lorsque le pâne se déplace et disparaît à vitesse très rapide en direction du nord-est. Un point lumineux rouge est aperçu durant l'observation de courte durée. Les témoins se rendent immédiatement dans le champ sur le lieu présumé de la présence du pâne, mais ne constatent rien de particulier. La gendarmerie contactée procédera à l'audition des témoins et la publiera un article le lendemain d'observation. Notez la rapidité, en fait, du debunking. Dès le lendemain, l'affaire était pliée, elle était réglée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a obtenu des informations ayant rencontré les parents de 2 des témoins il y a quelques années avec un enquêteur de l'association. Alors, l'apparence diffuse du pâne dans une première phase puis plus nette, compacte et colorée en fin d'observation, ainsi que le comportement constitué d'une phase d'immobilité puis d'une phase de déplacement rapide, accrédite l'hypothèse d'une confusion avec l'impact sur la couche nuageuse basse d'un projecteur mobile de discothèque. Voir le compte-rendu d'enquête que vous avez en ligne. Cet impact aurait été observé par les témoins, tout d'abord loin de sa source d'origine, puis le projecteur étant orienté plus verticalement en fin d'observation, plus loin des témoins, mais plus près de cette source. Je ne sais pas ce que vous avez compris, mais je ne sais pas ce qu'il voulait dire à travers ça. Ceci explique, lorsque le tir se rapproche de la verticale, la réduction de taille, la forme moins écrasée, la luminosité plus forte, la couleur plus nette, celle de la source. Ces projecteurs, à l'époque on en parlait beaucoup, quand il y avait des phénomènes ovnis observés, on disait vous avez vu des Sky Tracers. Donc ces projecteurs de type laser, aussi appelés communément par l'anglicisme, donc Sky Tracers de type laser, sont très utilisés à des fins publicitaires, souvent par les discothèques dans les années 80-90. Donc le GEPA a enregistré de nombreuses observations issues de méprises causées par ces installations, voire WGEPAN, etc. Voilà. D'ailleurs, dans le procès verbal, les gendarmes rapportent qu'un article de presse publié le lendemain d'observation laissant supposer qu'un essai d'éclairage laser aurait été réalisé par une discothèque à la même heure que l'observation. Nous n'avons jamais retrouvé cet article.
Cela n'a pas pu être confirmé car l'article de presse n'a pas été fourni par les gendarmes. Alors, on commence à nourrir le poisson, on comprend plus grand chose. Et le propriétaire de la discothèque ne s'est jamais présenté chez les gendarmes malgré plusieurs convocations. Ça commence à faire un millefeuille assez conséquent. La consistance du cas est médiocre. Il manque des données importantes qui est de relevés d'angle d'azimut et d'élévation des pannes, ainsi que de taille angulaire. Les témoins n'ont pas fourni de croquis du panne, pourtant demandé par les gendarmes lors des auditions, ce qui altère quelque peu l'évaluation de la fiabilité des témoignages. Je me porte un faux, à savoir que les témoins ont bien remis lors de leur audition les croquis des phénomènes observés. Donc le rapport transmis déjà par la gendarmerie ne correspond pas à ce qui était noté et relevé. Une enquête sur place à l'époque aurait permis de préciser de nombreux points, outre ceux mentionnés ci-dessus, et éventuellement de conforter ou éliminer l'hypothèse de l'essai en discothèque, si le gérant de la discothèque suspecté d'être à l'origine de la confusion avait pu être auditionné ou visité à l'époque. Si on reprend le début du rapport, ils ont essayé, mais ils se seraient jamais déplacés. Nous disposons d'une hypothèse plausible, en raison de l'aspect général et d'une explication potentielle quant à la discothèque d'origine. Néanmoins, le point rouge noté par les témoins constitue un point singulier pour cette hypothèse et confère un certain niveau d'étrangeté résiduelle. En regard de cela, la consistance est médiocre et trop faible pour valider le cas. Alors, bon, je vous passe toutes les pages. Alors, on a découvert un certain nombre de choses. Déjà, on parle des croquis. Ils ont bien été transmis. Savoir que le gendarme qui s'occupait, qui était le responsable de la brigade, était un ami d'un des parents de 2 témoins, qui lui-même était policier. Ils se connaissaient très bien. Lorsqu'ils se sont rencontrés, le gendarme a dit à son copain, de toute façon, on a vu ce qu'ils ont observé, on a les directives, le cas va être débunké. Ils disaient pas ça à l'époque. Donc ils ont mis en pâture ils ont contacté la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui a contacté la presse pour pouvoir non pas faire un démenti, parce que effectivement l'observation était bien réelle, mais pour trouver une explication capillotractée, dirons-nous. Donc ça, c'est un premier point important. Et de ce fait, le rapport dès le départ donc est biaisé. Il est faux. Tout n'a pas été mis en place. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le rapport du GEPAN, ils disent qu'ils n'ont pas relevé de traces. Mais curieusement, et ça les parents, les témoins nous l'ont dit, une autre équipe, mais qui n'était pas locale, de la gendarmerie, est venue pour effectuer des prélèvements dans le champ supposé, là où ils pensaient effectivement que le phénomène avait été observé. Donc, nous, on est là pour apporter simplement des éléments factuels par rapport à une observation où les gamins ont été mis en pâture, ont été moqués, raillés, pendant des années. Des témoins dignes de foi, et parce que effectivement, du fait que leur père était donc policier, accréditait d'autant plus la véracité de leurs propos. Donc voilà un petit peu ce cas que je voulais vous présenter. Juste à réflexion. Donc le GEPAN revisite des cas, et ben nous aussi, on revisite des cas, et notamment celui-ci, et nous ne sommes pas en accord avec les conclusions du GEPAN, et notamment vis-à-vis de la modification des rapports de gendarmerie, et notamment de l'enquête initiale, qui a bien été menée, mais au bout de 2 jours, de toute façon, le cas a été débunké, non pas définitivement, et c'est ça que je trouve un petit peu choquant, voilà. Ce qui prouve que dès le départ, de toute façon, en matière d'ufologie, il faut pas attendre d'avoir plus d'éléments, plus d'informations, une vérité, à partir du moment où déjà la gendarmerie a déjà déjà des préconisations pour ne pas, comment dirais-je, mettre sur le banc public des vérités, des choses que nous devrions pas savoir. On peut poser quelques questions. C'est pourquoi cette peur en fait d'admettre qu'il y a des ovnis, vous qui êtes sur le terrain et qui voyez vraiment je pense que Charles Maxence d'ailleurs pourrait en dire beaucoup plus de ce point de vue-là, mais je pense que c'est une problématique, je dirais, à très haut niveau, plus que sociétal. C'est une volonté délibérée de ne pas, on dit ne pas affoler la population. J'en suis pas persuadé. C'est très complexe. Je ne sais pas pourquoi.
Mais je peux vous dire que quand on est sur le terrain, on entend ça, on voit ça, on a de quoi être outré. Nous, ça nous dérange pas qu'il puisse se produire ce genre de choses. C'est une réalité, ce sont des faits. On peut pas nier l'existence de ces phénomènes. Le fait que, évidemment, la gendarmerie ayant des directives, hein, préfectorales, même au plus haut niveau, ils font leur boulot aussi. On voit pas, ils respectent les ordres qui leur sont donnés. Le GEPAN, lui, ne fait que reprendre et trouver une solution. Donc, l'affaire est réglée, il n'y a plus d'OVNI, il n'y a plus d'observation, il n'y a plus rien. C'est un peu mon ressenti, mon point de vue. Hein. Parce que moi, je suis sur le terrain. Charles Maxence n'aura pas forcément même de point de vue ses recherches. Hein. Stéphane Royer également. Enfin, mais en même temps, sur le fond, ce que nous on cherche et ce qu'on découvre, je trouve ça dommageable. Et notamment pour le témoin, le respect des témoins. Et en l'occurrence, je peux vous dire que on n'a pas pu rencontrer les témoins, les deux témoins, mais on a rencontré les parents des témoins. Ils étaient encore marqués, heurtés par le manque de considération et les railleries des gamins qui ont très mal vécu quelques années de scolarité à cause de ça. Tout en voulant trouver une explication qui, d'un point de vue de spécialiste du CNES, tiens, c'est plombe à la marée. On dit quoi, un Centre national d'études spatiales, ils ont quoi, un CAP, il va calculer l'angle, et puis il va se rendre compte que leur proposition ne tient absolument pas la marée. Ça se casse la figure. Ce n'est pas valable. Et attendez, il faut un rapport de 19 pages pour en arriver là. Vous pouvoir, bout à bout, nous mettre des éléments en disant finalement, tac, tac, c'est ça. On reprend les éléments. C'est ça qu'on aime bien travailler sur le factuel et sur le terrain. Dès déjà le premier rapport, les témoins, ils sont à 10 mètres, ils reviennent en mobilette une soirée. Ils sont 3. Ils s'arrêtent subjugués. L'objet, je vois très bien, on fait une enquête de terrain. L'objet est positionné en stationnaire. Et il s'est placé au départ très très lentement, puis il a tracé à toute vitesse. C'est un secteur géographique avec d'autres observations d'amplitude. Si vous voulez, on va continuer sur les cas résolus, parce qu'on a pas mal de choses. Après, il y a Jean-Michel qui nous parlera d'une enquête, de plusieurs enquêtes conséquentes. Bon, les cas résolus, on va aller très vite. Donc, de plus en plus de personnes nous contactent ou ont pris des photographies, des films concernant, par exemple, un étrange phénomène lumineux observé dans le ciel en Mayenne et Maine-et-Loire, datant du 21 avril 2022. Après enquête et recherche vite fait, il s'agit soit du fusée Proton 9, soit Starlink. Mais les témoins, et d'ailleurs le GEPAN au départ, quand ces projets ont été lancés, ne savaient pas ce que c'était. Ils ont découvert ça au fur et à mesure. Et maintenant, effectivement, beaucoup de témoins, parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Donc là, c'est le cas du 21 avril 2022. Donc, on avait été interviewé également dans une revue, enfin dans un magazine national, pour dire que l'objet volant non identifié, phénomène météo ou extraterrestre, la plupart des tests qui émergent évoquent un lien avec l'entreprise américaine SpaceX fondée par Elon Musk. Alors par contre, ce qui nous a un petit peu étonné et toujours un peu complexe dans ces recherches, c'est ce que j'avais noté à l'époque, aux journalistes, que bon, il y aurait eu une manœuvre sur l'étage de la fusée pour la désorbiter. C'était l'explication qui a été trouvée. Mais on a aussi noté, il y a eu d'autres phénomènes qui ont été observés qui ne collent pas en termes d'heures, de trajectoire. Bon, on s'est par contre malgré tout arrêté sur l'explication officielle, mais on en reviendra tout à l'heure par la présentation de Jean-Michel. Parce qu'on avait fait un appel à témoins malgré tout, on peut tomber sur d'autres cas truculents d'observation rapprochée. Parce que des gens nous contactent aussi suite à ce genre de phénomène. Cas résolu également du 5 septembre 2022, 6h05. Alors là, en deux phases. On est contacté dans un premier temps à Renazé par un jeune qui devait reprendre sa rentrée. Donc voilà le lieu, donc il fait nuit. Son quartier n'est pas éclairé à 6h05 du matin. Et donc se déplace pour aller prendre pour la première fois le bus pour aller au lycée. Donc un événement marquant pour lui. Il filme ce phénomène. Voilà. Auquel est associé un bruit. Donc tout ce qui nous fait tilt, c'est bon, qui dit bruit, c'est pas, on n'est pas sur une observation à des dizaines, voire des centaines de kilomètres en atmosphère. On se dit il y a quand même quelque chose. Enquête menée, on a pu constater qu'il s'agissait donc là aussi d'un phénomène avec un halo lumineux lié à SpaceX. Mais un autre témoin contacté après, et d'ailleurs on a fait, c'est l'avantage de travailler sur nos dossiers,
On a rencontré un témoin qui est venu, parce qu'on fait des permanences, une fois par mois, au niveau d'Orly-Anjou pour recevoir les témoignages et discuter de phénomènes d'OVNI et connexes, nous a fait part de son observation et nous a fait un croquis, voilà, de son observation. Intriguant, donc c'était côté de la gare d'Angers, concernant ce phénomène où il y aurait un nuage bleu avec comme de lumière blanche qui se déplaçait. Bon, on a vu ça, on s'est dit, c'est intriguant, c'est pas de quoi il s'agit. Et après, on l'a mis en relation avec l'enquête que nous avions menée avant. Et les deux, en fait, les deux cas, alors je vais revenir sur celui-ci ainsi que celui-ci, c'est la même chose. Là, par contre, il l'a filmé, et l'autre, il a interprété de souvenance, ce qu'il a observé. Et en l'occurrence, malgré tout, on peut dire qu'il y a quelques points communs, mais on est quand même loin l'un de l'autre. Mais il s'agit bien du même phénomène. Mais c'est un phénomène qui est assez impressionnant. C'est comme si on avait vu déjà au départ les premiers satellites, les trains de satellites Starlink. C'est quand même pas anodin, quand vous les voyez, c'est quand même assez marquant. Donc on est de plus en plus contacté par des témoins qui de toute bonne foi, qui ont bien observé quelque chose, n'arrivent pas à définir de quoi il s'agit. On va continuer par il y a eu les trains de satellites aussi les jours suivants. Cas résolu du 25 juin 2025 pour lequel pour lequel on a fait un appel à témoins via le Facebook. Donc on a eu beaucoup de retours de gens du département, des départements limitrophes, qui ont filmé ou photographié ce phénomène, qui était associé là aussi en fait au dégazage du second étage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX lancée ce soir-là. Donc on a vérifié, il y a des sites pour pouvoir vérifier effectivement les dates de lancement et autres. C'était bien ça. Mais effectivement, le fait que ça soit des phénomènes qu'on connaît pas encore, qui sont relativement récents, qui sont malgré tout très visibles dans le ciel, qui ont des caractéristiques que l'on ne connaît pas encore, même s'il s'agit de phénomènes connus et reconnus, le doute est permis. Et là, les témoins sont vraiment dignes de foi et on leur explique, on leur envoie des explications et ils acceptent tout à fait ça. Alors, par contre, on est tombé aussi sur des témoins qui observent des choses. La dernière fois, on est tombé là-dessus, avec l'empressement, etc., quasiment en nous disant oui, attention, il y a des vaisseaux dans le ciel. Alors déjà, quand on dit il y a des vaisseaux dans le ciel, oula, où tu vas là? Évidemment, le terme vaisseau, plusieurs témoins, et en l'occurrence, vérification faite, il s'agissait là aussi d'un lancement d'une fusée, et pour lequel ils ont interprété, ils ont même imaginé en fait des choses. Voilà. Donc c'est ça. Alors, avant de passer la parole à Jean-Michel, suite à cet appel à témoins concernant le 25 juin 2025, on est tombé sur... Bon là, c'est une explication concernant effectivement le dégazage de la fusée Falcon 9 lancée ce soir. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est assez impressionnant. Et donc suite à ça, Jean-Michel a travaillé, on va commencer par le cas de R1, parce qu'on va faire le lien. Oui, c'est le meilleur, voilà. Donc le cas RR1, effectivement, en fait, elle a filmé le phénomène de la fusée, mais j'ai suivi le phénomène, mais avant, il était là. Donc en fait, c'est pas la même direction. Et là, je peux vous dire qu'on est vraiment sur quelque chose de considérable. On est près de Poitiers. On est le 25 juin 2027 à 23h47. C'est l'heure précise de son observation. Alors si on revient sur celle du 25 juin 2025, on est le même soir. Et ce qu'a filmé la dame par à la fin de son observation. Voilà. Donc voilà le plan de situation. Position des témoins, du témoin ici, à droite, en haut à droite. Voilà, tu peux continuer. Vous avez à droite, le témoin est à droite, là où il y a la flèche jaune. Ensuite, à gauche, à sa gauche, il y a une flèche où il y a marqué position chambre du premier étage. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, position de l'OVNI au-dessus de la cour. Donc, ça, c'est le 25 juin, tout ça. Elle est au-dessus de la cour, la masse grise. Et ensuite, le portail, parce que on va en parler un petit peu tout à l'heure. Le 25 juin 2005 a rendu une soirée aux environs de 23h45 à l'ESS sur son GPS de voiture et rentre à la maison et ressort et elle s'assoit sur la terrasse. À droite, position du témoin.
pour regarder les étoiles, parce qu'on a un ciel très, très étoilé, pas de vent, c'est très calme. Et toutes les lumières sont éteintes partout. Il n'y a pas de lumière dans la rue, ni dans la maison, rien. Et elle regarde les étoiles tranquille au-dessus d'elle. Et puis, à un moment, elle tourne la tête vers la gauche et elle voit cette masse grise, là, position de l'OVNI au-dessus de la cour. Elle l'observe. Alors, les deux extrémités sont tronquées et elle a fait un petit plan. Elle voyait pas de face, mais légèrement de biais. Voilà. Ensuite, elle observe sous cet objet ses dessins. Ça ressemble à c'est du relief, c'est-à-dire que la base elle la voit de dessous, en fait. Elle voit la face, mais aussi dessous. Elle le voit bien, alors que tout est éteint. Alors, je suppose que c'est le ciel étoilé qui reflète un petit peu sur. Donc, c'est des reliefs, hein. C'est pas que des dessins plats. Voici le premier essai de reconstitution. Donc, en fait, ici, vous avez donc les toits. Et donc, le phénomène, en fait, se trouvait, au niveau de l'estimation, au bout de son allée, à 22 mètres. Ouais. C'est ça. Oui, parce qu'elle dépasse pas la cour. La cour s'arrête à l'endroit juste où il y a la flèche. Elle s'arrête là, voilà. Et donc, il y a 22 mètres entre le témoin et le début de l'objet. La face, elle voit pas la face arrière, elle voit pas la longueur. Elle sait pas trop la longueur de l'objet. Donc, elle regarde ça pendant un instant assez court, hein, peut-être une minute et demie. Et puis, elle n'a pas l'idée d'aller voir, s'approcher. Elle n'a qu'une idée, c'est d'aller chercher son portable qu'elle a laissé dans la maison. Et va le chercher, et tout près, hein, en quelques instants, elle ressort avec le portable, et il n'y a plus rien. Et le tout sans bruit. C'est donc le témoin donc est assis ici, regarde le ciel, et donc en face d'elle, elle observe sur sa gauche un objet dont on perçoit le dessous, les côtés. Donc on peut pas définir ce qui se passe sur le dessus. Donc le phénomène se trouve à 22 mètres du témoin et en hauteur. En gros, à peu près une dizaine de mètres. L'arrière, à la mi-hauteur du toit de la maison qui est sur la gauche. Il y a une dizaine de mètres en gros. Ce qui est intéressant, c'est ces petits symboles en dessous, en relief. C'est ce qu'on vient de voir là juste avant. Et donc, un petit peu après, donc en fait, elle rentre pour pouvoir filmer donc le phénomène, mais de manière concomitante, elle regarde dans la direction, il est parti. Donc elle regarde dans une autre direction, et c'est là qu'elle observe, qu'elle voit, en fait, ce qu'on a pu définir comme étant Starlink. Mais c'est grâce à Starlink et l'appel à témoins qu'on a réussi à avoir son observation rapprochée. Donc là, elle filme avec son portable le phénomène dont on sait aujourd'hui que c'est Starlink. Ça dure 36 secondes, et ça se termine à 23h49. Et donc, quand je leur ai dit aux témoins, donc à cette dame et puis à son mari, eux, ils sont toujours persuadés que c'est pas Starlink. Je les ai vus récemment au téléphone. Et ils considèrent que c'est l'objet qu'elle a vu avant. Mais d'un point de vue logique, ce n'est pas la même direction d'observation. Donc moi, au niveau de notre enquête, Ah oui, mais je faisais le rapport. Voilà. Après, les témoins ne veulent pas croire qu'il s'agit de deux objets distincts. À la fois le premier qui a été observé de manière rapprochée, et Starlink dans une autre direction. Donc ils ont associé les deux en étant un et seul et même objet, avant qu'on puisse trouver une explication de Starlink. Donc il y a eu des précédents, parce qu'elle a observé également. Donc là, on est en novembre 2023 vers 2h du matin. Donc dessin d'interprétation de l'observation, précédemment, elle avait observé un polygone dans le ciel. Ce polygone, vous remarquerez, a la même forme que l'autre, et en plus, vous avez comme des petits hublots, des petites lumières. C'est des petites lumières qui clignotent de façon aléatoire. Donc voilà le croquis de son observation antérieure, et vous avez donc là au moins digne de foi. Hein, bon, elle souhaite l'anonymat, elle occupe une fonction importante. Hein, on donnera pas la profession. Témoin digne de foi, son compagnon est droniste, c'est-à-dire de peut-être revenir par rapport. Le 21 juillet, presque un mois après, suite à un coup de téléphone de ta part, le mari il a l'idée. Alors, faut que je précise avant. Devant le portail, il y a une caméra qui filme les allées et venues dans cette maison.
Et les images qui sont enregistrées sont envoyées à un serveur distant et qui reviennent directement sur le portable de son mari. Et c'est lui qui gère les enregistrements de ces images. Donc Fred appelle vers le 20 ou le 21 juillet le témoin si voilà, il avait filmé ou enregistré des images. Donc il vérifie sur son portable et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? C'est que tous les enregistrements de février au 26 juin 2025 ont été effacés. Alors, je parlais au tout début de la position de la fenêtre. Donc, vous avez le mari, pendant que cette femme faisait son observation, son mari dormait au premier étage. Et cette fenêtre donne quasiment sur la cour, en limite, à gauche des voitures. Il était juste au-dessus, c'est-à-dire qu'il était tout près, à quelques mètres de l'objet, sans le savoir, il dormait avec son portable à côté. Donc, on peut soupçonner que les enregistrements de son portable ont été effacés. Donc on va revenir sur un cas antérieur. Bon là, il y a plein de choses à dire. L'enquête est encore en cours, mais simplement pour vous signaler qu'il y a des observations de phénomènes ovnis encore, et notamment rapprochées en ce moment ou dans les mois précédents, même peut-être encore aujourd'hui. Donc tu présentes rapidement le cas de Chalais. Alors Chalais, c'est un petit village au sud, à quelques kilomètres au sud de Loudun. C'est un monsieur, Patrick, qui est en train de discuter avec son maçon parce qu'il veut faire une dalle pour monter un garage. Et puis, c'est en fin d'après-midi, c'est entre le 19 et le 23 septembre 2022, vers 19h. Et donc, ils discutent et ils voient passer devant eux, donc le ciel est bleu, hein, et ils voient passer devant eux, au-dessus d'eux, un objet. Donc cet objet-là, Patrick, c'est un technicien, il a fait sa carrière en aéronautique civile et militaire. Donc il connaît bien tout ce qui vole et il considère que c'est un gros objet, il considère que c'est pas loin. Il m'a donné des estimations à bout de bras de 10 à 20 centimètres. Il pensait qu'il était à 1000 ou plus, à 1000 mètres. Mais c'est un peu difficile parce que si on prend ces mesures-là, enfin c'est pas des mesures, c'est ces valeurs-là, on arrive à un objet qui fait 700 mètres de long. Ça pourrait être un dirigeable, s'il a une forme comme ça, mais bon, il n'y avait aucun bruit. Alors, il faisait beau, il n'y avait aucun vent, il n'y a aucun bruit, et un dirigeable, même s'il y a un petit moteur, on l'entend. Ils ne l'ont pas entendu arriver. Alors, c'est vrai qu'ils discutaient tous les deux, et puis il est parti en ligne droite, donc ça ne peut pas être un dirigeable. Et il y a une foire à la même époque à Loudun, à quelques kilomètres, il y aurait pu y avoir un dirigeable de publicité et tout, mais j'ai regardé sur les sites de la mairie, de l'association, et puis sur la Nouvelle République, mais il n'y a rien, il n'y en avait pas. Donc ça ne correspond pas de toute façon, il est persuadé que c'est pas ça. Donc là, c'est une estimation de la trajectoire. Au début, il partait vers le nord-est en gros. Et cette trajectoire, si on la prolonge un peu plus loin, il serait passé à une petite dizaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Chinon. Vous savez que la propension, les ovnis pour le nucléaire, elle les connaît. Voilà. Donc voilà pour les présentations succinctes, parce que des dossiers, on en a plein en cours aussi. On a aussi des cas anciens qui sont complètement inédits, qui n'ont jamais été publiés, et notamment des cas d'observation rapprochés que nous sommes en train d'étudier. Donc voilà pour les dernières informations. À savoir, malgré tout, au niveau des remontées de terrain, on a peu de cas. Mais je dirais qu'un cas d'observation rapprochée à moins de 25 mètres datant du mois de juin, c'est quand même quelque chose à prendre en considération, et pour lequel, là, nous n'avons aucune explication quant à l'origine du phénomène observé. Sachant les conditions d'observation, puis tout l'aspect technique concernant des images effacées, bref. Donc voilà, l'enquête est en cours, elle n'est pas finalisée, loin de là. On va parler de la création du site, parce qu'en fait, au niveau de l'association, donc on a pas mal d'outils avec des fiches de pré-enquête, d'enquête, etc., plus des outils. Mais il nous manquait, pour une meilleure visibilité, la création d'un site grand public, accessible à tous, qui a été donc créé et que nous gérons conjointement avec Bénédicte, qui anime notamment une émission que tu vas présenter aussi. Je te laisse parler. Ben moi, je présente sur Radio G Angers, donc anciennement Radio Gribouille, pour ceux qui sont angevins et qui sont un peu plus âgés. Une émission qui s'appelle Un autre regard. Donc c'est une émission de radio et un podcast sur les phénomènes paranormaux en général, tout ce qui questionne un petit peu notre réalité.
Et voilà, donc j'ai eu envie, c'est comme ça que j'ai rencontré OVNI Anjou et que j'ai eu envie surtout, voilà, d'enquêter sur place. Moi, je m'intéresse déjà beaucoup au paranormal, tout ce qui est hantise, poltergeist, tout ce qui est... Ça fait 25 ans que je m'intéresse à ça. Et du coup, voilà, l'ufologie m'a toujours passionnée. On a eu déjà, quand j'étais ado, des débats enflammés pendant des heures avec des amis, des collègues, des camarades sur ça. Donc là, c'est l'occasion, voilà, et on s'est dit, pourquoi pas faire un site internet? Parce que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir, de témoigner, de partager également les connaissances. On se rend compte sur Internet qu'il y a des fois des fichiers, on trouve des choses, des articles qui sont, on ne sait pas pourquoi, purgés d'Internet. C'est-à-dire que vous les trouvez un jour, vous les cherchez 15 jours plus tard et vous pouvez plus remettre la main dessus. Ils ont été mystérieusement effacés. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est de faire une base de données, de pouvoir un petit peu échanger, de mettre à profit pour n'importe qui aussi des documents. Parce que OVNI Anjou, c'est autant une association d'enquêteurs et de recherche concernant les phénomènes OVNI, et pas que. On enquête sur les phénomènes OVNI et connexes. Les phénomènes des mutilations de bétail, les phénomènes des apparitions mariales, les phénomènes de poltergeist, les phénomènes d'entités observées, les dames blanches, les dames blanches, bon, par exemple, les phénomènes de BNI, les phénomènes de crash de rien. Tous ces phénomènes-là ont été observés en Anjou. Et c'est vrai qu'on sectorise pas, on est très ouvert par rapport à ça, mais toujours factuellement. Il nous faut des faits, il nous faut des dates, il nous faut des lieux, il nous faut des choses très précises. Et on n'est pas là pour interpréter ces choses, mais essayer de comprendre un petit peu si tout ça n'a pas une base commune, si c'est pas des choses différentes. Et voilà. Mais on reste quand même une association ufologique, mais très ouverte sur beaucoup de choses en connexe. Donc concernant le site, donc c'est ovnianjou.com. Donc ça, c'est la page auquel vous pouvez accéder. Tu peux dire. Oui, sur Google tout simplement, www.ovnianjou.com, tout simple. Vous avez également en dessous le Facebook de l'association. Ça, c'est la page d'accueil de OVNI Anjou, donc avec un certain nombre de rubriques. Oui, voilà, une rubrique toute simple. Qui sommes-nous? On parle de nous, appel à témoins, cas d'enquête, événements, qu'on va enrichir au fur et à mesure de dossiers d'enquête. Un fonds documentaire, comme on disait. Voilà, le but, c'est de faire un fonds documentaire. Vous retrouvez également les conférences de Montsoreau 4 prochainement, pas tout de suite. Sur le site et sur la chaîne YouTube. Voilà, sur le Facebook, et puis on a aussi des liens Twitter. Et bon, c'est ouvert à tous. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà y accéder. Merci à vous. Donc si vous avez quelques questions. Juste une question, est-ce que vous conseillez aux témoins qui viennent vous voir de quand même si on peut penser ce qu'on veut du GEPAN, mais est-ce que vous leur conseillez de témoigner au GEPAN au cas où il y a des traces de radar ou des choses comme ça? Je vous remercie. Je sais pas si le GEPAN vous donner des réponses quant à des traces de radar. En ce qui concerne les cas que nous avons enquêtés récemment où les témoins ont contacté le GEPAN, certains depuis 3 ans n'ont pas reçu un coup de téléphone ou la visite d'un enquêteur du GEPAN. D'autres que nous avons enquêtés, le témoin on lui a avec un numéro d'ordre de dossier. Finalement, le dossier n'est pas classé parce qu'il reste encore valide, mais toujours est-il que l'explication donnée, c'est que vous avez vu la Lune, absolument. Vous avez vu la Lune. Dans vos trajectoires, vous avez la planète Sirius. Et c'est ça. On va pas chercher plus loin. Le cas, voilà. Et ça, on a pu le valider, le constater sur le terrain. Et ça, on raconte pas de crack parce que des fois on est confronté évidemment des personnes qui ont contact la gendarmerie, notamment le cas que j'évoque là. Les témoins ont appelé la gendarmerie le soir même. C'était lorsqu'il y avait ce fameux BNI dans tout le nord et l'ouest de la France. Je sais pas si vous en rappelez. Ça, on y reviendra dans le cas de d'autres conférences parce que là aussi il y a matière à dire. Je vous dis, on a eu des BNI, on a eu des crashs de rien. Enfin, on a eu un petit peu le panel de tout ce qui est phénomène OVNI et connexe. Et pour en revenir, donc la gendarmerie avait été contactée par les témoins quelques minutes après leur observation d'un OVNI à coupole émettant du bruit sur 40 mètres. 2 témoins, dont lui qui est mécanicien. Il a dit, j'ai jamais vu un truc comme ça, avec un bruit qu'il a jamais pu, analyser. Même en sachant, lui, en utilisant des techniques et autres, qu'un boulon de 12 qui tombe, il entend, il sait à quoi ça, il connaît le son, mais là, voilà. On va pas s'apesantir sur le BNI, mais toujours est-il qu'ils ont appelé la gendarmerie.
Et la gendarmerie a dit, arrêtez de fumer du chichon, arrêtez de boire, c'est terminé. Donc, fin de non-recevoir. Donc, ils ont envoyé le rapport au GEPAN. Le GEPAN a mis un numéro d'ordre. On clique sur le rapport du GEPAN, ça renvoie sur la page d'accueil. Et depuis plus de 3 ans, ils attendent toujours la visite d'un enquêteur, au moins un coup de fil. Et que voulez-vous que dise le GEPAN? Ils n'ont aucune explication, ils peuvent en trouver aucune. Il s'agit d'un phénomène qui, je dirais, qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose d'extraordinaire, spectaculaire, qui correspond à aucun type d'aéronef connu. En plus, à une vitesse très très lente, très très basse, à la vitesse d'un vélo, 20-30 km/h, tout simplement. Et ça, je peux vous dire que sur le terrain, quand on est confronté à ça, quand on voit comment la gendarmerie prend des fois ça en considération ou pas, et quand on voit comment le GEPAN, je dirais, se moque, souvent, pas toujours, des témoins, ça, là, il y a de quoi, nous, on est remontés par rapport à ça. Voilà, je dis notre ressenti, et notamment par rapport au respect des personnes. Les personnes, ça fait plus peur, on peut leur trouver une explication, mais les prendre en considération. C'est la moindre des choses que l'on demande. Après, l'interprétatif, libre à chacun de se faire une opinion, c'est évident. Mais quand vous avez des phénomènes où, par exemple, la soucoupe faisait la largeur du pignon de la maison faisait plus de 10 mètres, et qui survole en rase-motte et sur 40 mètres parce qu'il s'était en train de... Enfin, on reviendra sur ce cas. C'est ça, mais effectivement, on pourra en reparler aussi, mais pour vous dire que il y a des cas récents, conséquents. Nous, on en recherche en permanence. Mais il faut une bonne analyse, il faut du temps. Il faut qu'on puisse avoir accès aux témoins, bien évidemment, hein, de manière à pouvoir mieux déterminer, et puis surtout rassurer le témoin, dire qu'on est là, on l'écoute, on est aussi pour faire de l'accueil, hein, et puis aussi mettre aussi en relation les témoins entre eux. Parce que beaucoup de témoins ont été traumatisés, ne sont même pas écoutés par leurs proches, ou la compagne, les enfants disent mais t'es complètement barjot, qu'est-ce que t'as vu là? Même pas considérer, faire confiance à quelqu'un qui a vu quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose de spectaculaire. Donc voilà. Excusez-moi, Frédéric, je voulais vous poser une petite question de détail. Sur la dernière diapositive, sur le cas de Chalais au sud de Loudun, sur la première diapositive, on voyait l'OVNI en position verticale. Sur l'autre, en position horizontale, est-ce que c'était un cigare ou est-ce que c'était une soucoupe? Alors ça, c'est Jean-Michel qui va répondre, parce que moi, j'ai pas enquêté sur ce cas-là, mais il a été vu de dessous. Ah, c'était la vision de dessous, ça. Dessous. D'accord. Donc donc il a suivi cette trajectoire. Voilà. D'accord. Donc c'était une sorte de cigare. Enfin, pas tout à fait, mais cigare, ouais. D'accord. Tout à fait. C'était pas une soucoupe qui était verticale. Ouais. Non. D'accord. Merci. Alors, j'en profite pour vous demander comment on peut vous soutenir, pour peut-être adhérer à votre association, peut-être pour faire un don à l'association, pour venir vous renforcer vos effectifs. C'est en tout cas, je pense que avec tout ce que vous avez fait en tant que bénévole, vous êtes beaucoup investi. Je pense qu'on peut peut-être aussi vous soutenir en retour. Dans plein de manières différentes. N'hésitez pas, si vous avez un RIB, on peut vous faire une donation ou une inscription. Ça peut être aussi le bon moment. Alors, oui, je te remercie de la demande, et je sais que au niveau du saut, vous êtes très sensible à ça et que vous soutenez l'association. Il y a plusieurs manières de nous aider. Tout d'abord, en nous permettant de pouvoir partager des témoignages qu'on puisse enquêter sur le terrain. Ça, c'est la base de l'association. D'un point de vue comment dirais-je, on a une loi 1901, hein, voilà, savoir que donc on va aussi sur le site OVNI Anjou mettre une cagnotte en ligne en fait par rapport. Il y a la possibilité d'utiliser Hello Asso effectivement pour faire un don. On peut également aussi solliciter pourquoi pas rejoindre l'association. Hein, donc oui, on a donc sur le site vous avez également une demande de comment dire. Vous avez un onglet qui s'appelle Rejoindre, voilà. Soutenir, et qui vous permet effectivement soit de solliciter Et pour être membre également, parce qu'en fait on est très sélectif malgré tout au niveau de l'association. Hein, on ne prend pas tout le monde. Pour de raisons X et Y qu'on n'a pas développé ici, mais surtout par rapport au type de personnes, parce qu'effectivement, on touche aussi sur des choses sensibles, et puis nos 30 ans d'ufologie et puis de connaissances, il y a un noyau dur, hein, il y a toujours de nouvelles personnes, et il va de soi que l'ufologie, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, hein, c'est quelque chose de conséquent, d'important, de complexe, de très riche, et on peut vite s'égarer.
l'objectif, c'est pas d'interpréter le ou les phénomènes observés. C'est toujours travailler de manière la plus pointue possible, de manière factuelle. Et en ce qui concerne les enquêtes, on essaie d'être toujours à deux sur le terrain. C'est quand même très important pour pouvoir essayer, voilà, d'avoir des approches différentes, l'approche psychologique du témoin, toutes les données matérielles qu'on peut se récupérer. Sinon, pour soutenir également l'association et la manifestation, vous savez, vous avez donc La petite boîte. la petite boîte participation libre, et puis l'achat des différents ouvrages proposés à la vente, il y a un pourcentage qui est reversé pour la manifestation et la pérennité de la manifestation. Et C'est ce qui va nous permettre Voilà. d'en refaire une l'année prochaine et Voilà. d'aborder encore des nouveaux thèmes. donc il y aura de C'est toute plus façon un Montsoreau 5, hein, les dates sont pas fixées, etc. Mais toujours est-il qu'on va réitérer au vu de la réussite, hein, qui est aussi de votre fête, hein, de la manifestation l'année prochaine, et avec peut-être d'autres thématiques, d'autres chercheurs et peut-être d'autres enquêtes et d'autres personnes. Donc voilà pour le site. Donc il est opérationnel, on a encore des modifications à faire parce que c'est un gros travail. Et on compte sur vous pour l'alimenter parce qu'on le blog sera ouvert aussi pour pouvoir Oui, voilà. interagir également. Poser des questions, poser un témoignage, réagir à une actualité. On va terminer, on va faire une petite pause rapide, le temps que Stéphane Reprendre notre souffle. reprend notre souffle et que Stéphane Royer puisse préparer dans 5 minutes la conférence OVNI nucléaire, deuxième partie passionnante sur les ovnis et le survol des centrales françaises.